Baisse d'impôts, nouvelles dépenses publiques, beaucoup de mesures, beaucoup de promesses ont été faites et tenues pendant cette campagne électorale. Bonjour François Gall. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous êtes le fondateur de FIPECO. Vous faites figure, il faut le dire, de référence en France sur toutes ces questions budgétaires. Vous êtes passé par Bercy et par la Cour des comptes. Donc merci d'être là avec nous. Beaucoup, trop, selon vous, de mesures, de promesses ont été faites, intenables ou pas, pendant cette campagne? Oui, bien sûr. Beaucoup de promesses. Ça s'appelle une campagne électorale, non, en France? On en a beaucoup. Oui, dans toutes les campagnes électorales, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour lesquelles les partis politiques traditionnels ont été décrédibilisés. Parce que, en effet, au cours de ces 30 dernières années, on a toujours beaucoup fait de promesses qui finalement n'ont pas été tenues parce que tous les gouvernements sont tombés sur la réalité et les rendaient impossibles. Alors, après, il y a des mesures qui ont fait, il y a des mesures qui ont fait élire aussi. On sait bien que la taxe d'habitation, sa suppression, a permis de faire élire notamment Emmanuel Macron, travailler plus pour gagner plus, la défiscalisation des heures supplémentaires, pardon, ça nous remonte à 2007. C'était 2007, oui. Avec Nicolas Sarkozy. La loi TEPA, voilà, tout à fait. Donc, mais après, on est revenu en arrière. Après la crise, après 2011-2012, il a fallu prendre des mesures de redressement à partir de 2011, donc qui ont commencé un peu à remettre en cause. C'est délirant, vous qui auscultez, qui regardez le coût de chaque mesure. C'est délirant, toute cette pluie de cadeaux, de dragées pour les lecteurs. D'abord, il y a quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que si on se contente de prendre des mesures nouvelles, dépenses nouvelles ou baisse d'impôts, et qu'on les finance, qu'on arrive même à les financer par des mesures réalistes, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des programmes, ça veut dire qu'en fait, on ne réduit pas durablement le déficit. On a des dépenses nouvelles, des économies, donc on reste à peu près avec le même niveau de déficit. Si c'est le cas, aujourd'hui on a un déficit probablement cette année entre 5 et 5 points de PIB, la dette publique elle continue à augmenter. Et si vous faites donc dans ce genre de scénario où on ne réduit pas structurellement, comme disent les économistes, le déficit, la dette publique elle va continuer à augmenter et en prenant des hypothèses très optimistes sur la croissance du PIB, on est à 120 points de PIB de dette en 2030. Voilà, donc on va vers les niveaux italiens. Oui, et pourquoi pas? Ils n'en sont pas morts, que je sache. Les Italiens n'en sont pas morts parce que les Italiens comme nous sont protégés par l'euro, en fait, parce que les marchés financiers pensent que la BCE, elle a en effet les moyens financiers et juridiques d'intervenir pour acheter en quantité illimitée des obligations d'un État en difficulté, donc les marchés ne s'inquiètent pas trop. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'une zone monétaire dans laquelle on a des pays dont la dette dérive d'un côté et de l'autre des pays qui font des efforts pour maintenir, pour avoir maîtrisé leurs finances publiques, donc derrière des politiques économiques totalement divergentes, je pense que ça n'est pas durable. Je pense qu'il y a un vrai problème pour la zone euro. Ouais, et puis il y aura un problème d'aléa de moralité pour la BCE qui viendrait à la rescousse d'un gouvernement qui mènerait une politique économique totalement déraisonnable. En théorie, elle ne peut pas le faire. En théorie, elle ne peut, ce que les marchés vont peut-être finir un jour par réaliser, c'est qu'elle ne peut le faire que si le pays en question, par exemple, respecte les règles budgétaires européennes. Exactement. Avec un gouvernement qui fait semblant de les respecter, comme ça a toujours été le cas en France. On a toujours fait des programmes de stabilité on revenait vers l'équilibre ou vers 3% du PIB de déficit. On ne l'a jamais fait, mais au moins... 3%, il faut expliquer que c'est le niveau qui stabilise la dette. Quand même. Et puis, normalement, c'est le niveau de déficit maximal dans l'Union européenne, avec ses règles. Mais que ces règles qu'on est supposé quand même respecter pour que la BCE intervienne. Il faut rappeler quand même que le hors France, aujourd'hui, le déficit public de la zone euro hors France est 2,5% du PIB. La France est à 5,5%. Donc on est en mode passager clandestin. On avait en 2023, on avait le 4e déficit de l'Union européenne, le 2e de la zone euro et la 3e dette de l'Union européenne et de la zone euro. Tout notre personnel, François Gall, connaît évidemment l'état dégradé de nos comptes publics. Pas besoin d'avoir un audit des comptes publics pour savoir exactement que les comptes aujourd'hui sont très très dégradés. Pourquoi faire toutes ces promesses à la fois dispendieuses et le plus souvent mal ou pas financé? Pour moi, c'est de la surenchère démagogique. Et malheureusement, il y a une surenchère démagogique à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et malheureusement, les partis... On va vous taxer de partisans.
Non, mais nous, ce qu'on attend de vous, voilà, c'est une lecture des chiffres. Oui, la lecture des chiffres. La lecture des chiffres me montre qu'il y a des promesses qui sont plutôt, voilà, du côté quand même de l'extrême gauche et de l'extrême droite, qui sont intenables. Et que les partis du centre... Intenable, pourquoi? Pourquoi intenable? Parce que non finançable, voilà, donc non finançable, donc se traduisant par une augmentation de la dette. Quand je dis 120 points de PIB, c'est je dirais, dans le meilleur des cas. Celui où on arrive, je dirais, à financer aujourd'hui toutes ces dépenses nouvelles ou ces baisses d'impôts nouvelles par des économies ou des hausses d'impôts. Mais dans ces programmes, que ce soit... Alors, dans ces programmes, on a d'un côté, quand je dis les extrêmes, moi je pense à LFI, je pense, voilà. C'est le programme du Nouveau Front Populaire. Mais qui est quand même, bon, voilà, qui est quand même assez fortement inspiré par LFI et qui malheureusement, on peut, après, dire tout de suite une chose, on peut très bien, dire, il n'y a pas que l'économie et les finances publiques dans ces élections. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, sûrement. Ce que je dis, voilà, c'est pas du tout, voilà, on peut très bien voter pour eux pour d'autres raisons. Il n'y a pas de problème. Mais du strict point de vue budgétaire, oui, tout ceci est intenable, donc nous conduit à une hausse de l'endettement public nettement supérieure à 120 points de PIB. Avec le risque derrière d'avoir une crise de la dette. Avec le risque d'une crise de la dette et en tout cas un problème de souveraineté et de dépendance vis-à-vis de décisions qui seront prises à Francfort. Parce que même si la BCE décide d'intervenir et de sauver la France. De sauver la France parce qu'on est too big to fail, etc., de toute façon, la décision, elle sera prise à Francfort. Donc ça pose quand même un problème de souveraineté. Ouais. Et après, certains disent que si nos comptes publics sont à ce point-là en mauvaise posture, que c'est la faute d'Emmanuel Macron. En même temps, il a dû gérer des crises, ça c'est vrai, il y a eu le Covid, il y a eu l'hyperinflation dans la foulée de la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que tous les boucliers et toutes les aides pour les entreprises, que ce soit pendant le Covid ou après, personne n'était là pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Quel est le... Oui, et puis il a hérité d'une situation. En 2016, le déficit public, il était supérieur à 3% du PIB. Ça, c'est l'histoire, ça résulte de l'histoire de la politique économique française depuis 50 ans. Mais quelle part de responsabilité, encore une fois, au-delà des crises, dans les mauvais... Dans les 950, on avance 1000 milliards d'euros. C'est pas tout à fait 1000, mais 950 depuis milliards 2017. à peu près depuis la fin 2016, 2017, bon, voilà, enfin, à peu près, voilà. Si le déficit public dont il a hérité en 2016, le 3,5% du PIB, a été maintenu à ce niveau jusqu'à 2023, la dette publique automatiquement aurait augmenté de 650 milliards d'euros. Voilà. Donc l'héritage, sur les 950 milliards ou quasiment 1000 milliards de dettes de la période Macron, pour moi, il y a un héritage derrière, il y a l'histoire, et cet héritage, c'est tous les gouvernements depuis 50 ans qui ont laissé le déficit augmenter, ils n'ont jamais rétabli l'équilibre des comptes publics. Cet héritage explique à peu près déjà plus de la moitié de ces 900 milliards, 950 milliards. François Ecal, rapidement juste par parti politique, la mesure économique est à la fois la plus chère, la plus coûteuse, la plus dispendieuse et la moins bien financée. Bon, la plus mauvaise mesure, pour moi la plus contestable d'un point de vue économique, c'est d'annuler la réforme de 2023 sur les retraites, sans même parler d'aller remettre l'âge minimal de la retraite à 60 ans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une question de dépenses publiques et d'économie budgétaire. Si vous reculez l'âge de départ à la retraite, vous augmentez la main-d'œuvre disponible et à moyen terme, vous augmentez l'emploi et les capacités de production. Donc non seulement vous faites des économies sur les dépenses de retraite, mais en fait, le plus important, c'est que vous augmentez les recettes parce que la production augmente. Si tant est que les seniors retrouvent un travail. Mais ça a toujours été le cas. Regardez ce qui s'est passé après la réforme de 2010. Le taux d'emploi des seniors, il a augmenté. Le taux de chômage aujourd'hui des seniors, il est inférieur à celui quand on recule l'âge de départ légal à la retraite. Oui, c'est contre-intuitif, mais oui. Et dans tous les pays, ça a marché comme ça. Pourquoi est-ce que dans tous les pays, on a repoussé l'âge minimal de la retraite? Parce que finalement, ça a marché, ça fait plus d'emplois, plus d'activités, y compris pour les seniors. Et donc, faire ça en sens inverse, et prendre en plus des mesures en faveur du pouvoir d'achat en sens inverse, alors qu'on est dans une situation où on a des difficultés de recrutement dans quasiment tous les secteurs, c'est absurde. Vous augmentez la demande, économiquement vous avez augmenté la demande alors que vous bridez l'offre, parce que vous limitez les capacités de production en limitant la main-d'œuvre disponible. Mais les Français sont ça ne va se traduire que par des importations. Sont favorables à vous payer moins cher leur carburant, leur électricité ou leur gaz. C'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est démagogique.
payer moins cher leur carburant, mais c'est une absurdité. Ils vont acheter plus de carburant, et donc ça va profiter à qui? Aux producteurs de pétrole, dont la Russie d'ailleurs. Et profiter aussi à ceux qui consomment le plus d'essence avec des grosses voitures, qui n'ont peut-être pas besoin, qu'on voit alléger leur facture. Ça va profiter de plein d'essence. baisser la TVA, c'est une mesure de toute façon qui est toujours très coûteuse et absurde dans la mesure... Mais qui est financée, nous dit le RN, qui est financée. Mais qui est financée par quoi? Par des mesures de lutte contre la fraude fiscale et sociale. Exactement, oui, 13 milliards d'euros. 13 milliards. Aujourd'hui, le rendement, ce qui rentre dans les caisses de l'État après les contrôles fiscaux, c'est 10 milliards d'euros. Ouais. Ce qui rentre dans les caisses de la sécurité sociale après toutes les mesures de lutte contre la fraude fiscale, c'est à peu près 3 milliards d'euros. Donc on est à peu près à 13 milliards d'euros. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils peuvent plus que doubler ce montant. Alors qu'on a fait quand même de très gros efforts, par exemple en matière fiscale, depuis une dizaine d'années. L'administration fiscale a beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de coopération internationale. C'est absurde de dire qu'on va doubler ce résultat. Il y a aussi la lutte contre... les économies à faire sur l'immigration, 16 milliards d'euros, les coupes dans les budgets des agences, nous dit le RN. Tous les économistes vont vous expliquer que l'immigration a un coût en termes de finances publiques qui est faible. Parce qu'en général, quand les immigrés sont plutôt jeunes et actifs, ils commencent par payer des cotisations avant de bénéficier de retraites, de minima sociaux, etc. Bon, c'est vrai qu'en France, on a un problème particulier, c'est que ça c'est ce que montrent des études, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, il y en a beaucoup, où je dirais, les barrières à l'embauche sont très faibles. En France, on a des problèmes de recrutement parce que les entreprises ont des difficultés après pour licencier et on a un coût du travail au niveau du SMIC qui est élevé. Donc c'est vrai que c'est moins évident, mais même si on tient compte de ça, l'immigration ne coûte pas ce montant-là. Et donc, c'est pas en luttant un peu plus contre l'immigration irrégulière qu'on arrivera à atteindre des économies de ce montant. Pour vous, toutes ces promesses qui sont tenues, quel que soit le bord politique, elles sont pas tenables et je parle à votre place, mais peut-être que je me trompe, quel que soit le gouvernement qui sortira des urnes, même sans majorité, il faudra faire des économies. Il y a un budget 2025 qui sera l'heure de vérité pour la France. Il y aura un budget 2025. Pour moi, le moins mauvais des scénarios envisageables dans les semaines qui viennent, c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que les seules majorités absolues qu'il pourrait y avoir, la seule pour le moment qui est envisageable, c'est celle du Rassemblement national. Et donc pour les comptes publics, et pour éviter une crise de la dette, le mieux c'est qu'il n'y ait pas de gouvernement. Et donc qu'il y ait un gouvernement technique. On commence à en parler, un gouvernement technique qui soit chargé comme on dit, de gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine dissolution, c'est-à-dire pas avant un an, en espérant que d'ici là, on se soit un peu assagi. Et qui ne pourra pas faire d'économies significatives, parce que personne n'y est prêt aujourd'hui en France, mais qui pourra au moins expliquer à l'Union européenne que on ne rejette pas pour autant les règles budgétaires, on est prêt à faire des efforts, le contexte est tel en France que c'est extrêmement difficile, on peut essayer de faire quand même quelques petites économies, et bon, on peut arriver, je pense, comme ça, à voter un budget 2025 toute chose égale par ailleurs. Quand même tenir au moins un an. Ouais, toute chose égale par ailleurs, 2024, le déficit public français, il y a 10 milliards d'euros d'économies qui sont dans les tuyaux, le gouvernement avait annoncé 10 milliards de plus, mais je pense qu'ils sont tombés à l'eau. On termine où en déficit public ? On vise 5,1. On le saura, la Cour des comptes, on parlait tout à l'heure d'audit des finances publiques, la Cour des comptes rendra son rapport annuel sur les finances publiques dès que le Parlement sera réuni, puisque c'est un rapport pour le Parlement, et il y aura un véritable audit des finances publiques qui devrait montrer qu'en effet, on est, je dirais, entre 5 et 5,5 points de PIB de déficit cette année. Et juste une dernière question, parce que Jean-Philippe Tanguy, possible ministre de l'économie, RN, si le RN avait une majorité absolue, dit que le RN ne dégraderait pas les comptes publics sur 2024, malgré toutes leurs promesses. Donc ça veut dire faire 20 milliards d'euros d'économies. Il n'y a pas de contradiction entre les mesures d'un côté D'un côté, en effet, par rapport à la prévision du gouvernement, il faudrait en effet rajouter une dizaine de milliards d'économies dont on ne voit pas très bien où on va les trouver. Et en plus, j'ai bien compris quand même, dans le cas du RN, la première mesure qu'il va mettre en œuvre, c'est la baisse de la TVA. Ouais. Elle coûte combien alors finalement? Parce que j'entends tous les chiffres sur 2024. Chiffres. Moi, c'est 7 milliards sur 2024? Oui, peut-être. Je ne suis pas capable de dire exactement.
Enfin, moi, je n'ai pas le moyen de chiffrer exactement ces montants, mais c'est quelques milliards. Donc, de toute façon, ça n'est pas cohérent avec je dirais, le maintien du déficit public, même au niveau de 2023. Donc, il y aura des économies à faire. Il faudra serrer la ceinture, quelle que soit la majorité ou pas, qui sortira des urnes. Il faudra, sauf que... On reviendra sur terre. Pour revenir, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, la dette publique peut continuer à augmenter. On peut continuer à emprunter tant que les marchés, d'une certaine façon, ont confiance les investisseurs internationaux. Voilà, les investisseurs internationaux ont prêtent à la France. Prêtent parce qu'ils pensent que la BCE est toujours là, qu'on est protégé par l'euro, que même les Italiens, avec une dette de 130 points de PIB, finalement, ils ont pas, ça leur coûte quand même plus cher. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est une augmentation de la charge d'intérêt. Dans le cas de l'Italie, il y a une charge d'intérêt quand même beaucoup plus élevée qui les empêche justement de faire beaucoup de choses. Pendant la crise Covid, l'Italie a quand même été très gênée, handicapée pour prendre des mesures comme la France ou d'autres pays ont pu le faire. Allez, merci pour ces explications. Signé François Ecal, le fondateur de FIPECO. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.